Voilà, Ariel Schweitzer, donc Uri Zohar est né en 1935 en Palestine, mandataire. C'était un pur sabra, vous venez de le dire, c'était un pur laïc. On va regarder un petit bout d'un sketch, le fameux sketch Alia, et je voudrais que vous nous parliez de ce rapport d'Uri Zohar justement à la laïcité, à la création de son pays. C'est un sketch qu'il a réalisé avec son ami Arik Einstein. ארץ ישראל חזישקה, אוי פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקווה, היי, בוא נחיה ופה נחיה, היי, אידים שתרו אחמד, شوف مين هذا؟ هذا اليهود اللي عندين بابور اللي جابهم Владик, Петик, chodź tutaj! Ach, jesteśmy w Eretz Israel! Unserland, Eretz Israel! O, Litwo, ojczyzno moja, jesteś jak zdrowie! Ach, Władek, Eretz Israel! Ну, Гриша, jeszcze pszeszcze. Gefühlte Fisch im Sukar. Ach, черт твою холера. Инал, дин бабор или джаблум. Marioma, Eretz Israel, Eretz HaKodesh, Marioma, Baruch Ata Adonai Eloheinu שהחיינו וקיבלנו והגענו אוי, ברוך אתה מקבץ ישראל, מחזר מהסעוד, ומתת אליו מהסעוד, ומחווה, ברוך אתה מקבץ ישראל, שער ונוחזר, ברוך אתה, ושבדה בארץ הקודש, אוי, מריומה, ארץ הקודש, ארץ הקודש, Combien de fois vous avez vu ce sketch? De nombreuses fois. Un milliard de fois, nous aussi. On l'a montré aussi à l'ouverture de la rétrospective Uri Zohar à la Cinémathèque française et ça a sidéré tout le monde. Parce qu'on a choisi ce sketch qui est emblématique parce que ça raconte bien évidemment l'histoire d'Israël. Il faut préciser à nos téléspectateurs que c'est Arik Einstein et Uri Zohar qui jouent les deux rôles. Donc c'est les Arabes, des gens en Palestine qui voient arriver cette vague d'immigrants. Son rapport au pays, le fait qu'il soit né en Palestine avant la création de l'État, est-ce que ça a changé quelque chose sur son patriotisme, sur son rapport à Israël? D'abord, il est d'une famille d'origine polonaise, mais lui, il est né en Israël, donc en Sabra, et il a été élevé dans cette culture sioniste qui tournait le dos à la culture de la diaspora, à la culture, je dirais, religieuse, identifiée avec un certain mode de vie, replié sur lui-même en diaspora, et il a fait son service militaire à l'armée, dans un troupe comique. Et puis, il a commencé sa carrière d'acteur à la fois au théâtre et au cinéma. Et c'est très intéressant parce qu'au cinéma, il a incarné dans de nombreux films les guerriers israéliens. Les nouveaux Israéliens, travailleurs de la terre, guerriers par opposition aux juifs religieux de la diaspora. Il a tourné dans plusieurs films, y compris dans Exodus d'Otto Preminger, où Uri Zohar joue un petit rôle. Mais quand il a commencé sa carrière cinématographique en tant que metteur en scène, dès son premier film, Un trou dans la lune, il remet en question le mythe fondateur du sionisme et surtout la mainmise de la propagande sioniste sur le cinéma israélien. Pour lui, le cinéma est un moyen d'expression personnelle et le cinéma doit servir une réflexion individuelle
existentielle et non pas se mettre au service de l'État et des valeurs, des valeurs. Et sa génération, la génération dite de la nouvelle sensibilité, par allusion à la nouvelle vague française, a libéré le cinéma israélien de la mainmise des institutions israélienne et de la propagande officielle. Et ça, c'est son grande importance avec des cinéastes comme David Perlov et comme Jad Neyman pour modifier la transformation du cinéma israélien en cinéma libre. C'était avant un cinéma peut-être plus institutionnalisé, voilà, plus sioniste. Oui, et puis le cinéma israélien est devenu un cinéma de plus en plus ouvert vers l'Occident. Là, on est dans les années 60. L'influence du cinéma moderne, l'influence de la nouvelle vague, et toutes ces influences traversent ses premiers films, que ce soit Un trou dans la lune en 65, ou son film magnifique adapté de Aleph Bet Yoshua, 3 jours à un enfant, où on ressent très fortement l'influence d'un cinéaste comme Alain Resnais. Tout à fait. Par exemple. Alors justement, on a un tout petit bout de ce fameux film qui a permis d'ailleurs à Israël d'exister sur la scène internationale, puisque ce film a eu un prix à Cannes. On va regarder un petit bout de 3 jours et un enfant, qui est un merveilleux film. Ouais. עכשיו אתה תתחבא, טוב? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. שי, איפה שי? שי, איפה אתה? שי? C'est un très joli film, comme ça en noir et blanc, très, très nouvelle vague évidemment, et donc prix d'interprétation masculine à Cannes. Oui, pour Oded Kotler, le premier prix important attribué à un film israélien. Et je pense que quelque chose de l'essence du cinéma de Uri Zohar transparaît dans ce film. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un film qui est très à l'écoute de ce qui se passe à cette époque dans les cinémas européens. On ressent l'influence des cinéastes comme Godard, comme Alain Resnais. C'est un film qui est baigné aussi dans une atmosphère, je dirais, existentielle. Mais en même temps, Uri Zohar filme la ville de Jérusalem d'une manière absolument étonnante, et cette manière très spécifique à la ville de Jérusalem, dont la nature pénètre les tissus urbains. Et je pense que la grande contribution du cinéma de Uri Zohar au cinéma israélien était ce mariage extrêmement singulier, extrêmement réussi dans ce film, entre l'influence du cinéma moderne européen, ouais, ou parfois même l'avant-garde américaine, et une thématique et une esthétique très particulière que je définirais comme spécifiquement israélienne. On va écouter Danny. Et parmi tous les cinéastes de sa génération, je pense que c'est celui qui a la réussite le mieux et qui a réussi à élaborer un univers spécifiquement israélien. Je veux qu'on écoute Danny Rosenberg parce que j'ai d'autres questions à vous poser, notamment sur la virilité israélienne mise à mal et la religiosité évidemment de Uri Zohar. Donc on a demandé à Danny Rosenberg si le fait d'être né en 1935 en Palestine, si ça avait eu son analyse, la même question que je vous ai posée, si ça avait l'incidence sur son cinéma. Sabra, like you once said about his character, C'était un véritable sabra, comme on le disait à l'époque à propos de ses personnages. C'était quelqu'un de très laïque. Il est né en Palestine, il était enfant lors de la création de l'État d'Israël, et sa violence dans les films, son manque d'identité, son questionnement qui se dégage de ces films concernant la signification de notre vie ici au Moyen-Orient, tout cela était très personnel, très authentique. Et c'est vrai que dans les années 60-70, c'était très courageux de sa part quand
tout le monde ici était sioniste, de rire du sionisme, de parler des Palestiniens. Vous savez, c'était jusqu'à dernièrement quelqu'un de très à gauche. Il parlait du fait qu'Israël ne pourrait rester ici dans cette région qu'à condition de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de cette région. Je crois que cela venait de son côté humaniste. And I think it came from his humanistic side. Voilà, Uri Zohar qui pensait que vraiment si ce pays devait exister, c'est qu'il fallait aussi laisser la place aux Palestiniens, c'est important. Il a été assez critiqué par les femmes récemment. Certaines femmes en Israël ont appelé au boycott pour l'anniversaire du film Les Voyeurs, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était un macho, cet Uri Zohar? Je dirais que c'était sûrement pas un féministe. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la capacité de filmer du point de vue des femmes, comme l'a fait par exemple un autre grand cinéaste de cette génération, Moshe Mizrahi. Moshe Mizrahi avait cette capacité de filmer du point de vue féminin et c'était un cinéaste à proprement parler féministe. Uri Zohar n'avait pas cette capacité. C'est un moqueur, Uri Zohar, ce qui n'est pas le cas de Moshe Mizrahi. Mais par ailleurs, les films de Uri Zohar et surtout ceux qu'il a réalisés dans les années 70, la fameuse trilogie de Tel Aviv avec les voyeurs, ensuite Les yeux plus gros que les ventres et Sauver les maîtres nageurs, contiennent parmi les critiques les plus virulentes de la masculinité israélienne qu'on n'a jamais vues à ce jour dans le cinéma israélien. C'est une masculinité en faillite, c'est une masculinité dans l'impasse, c'est une masculinité qui n'arrive pas à exister en dehors du groupe, du collectif, qui n'arrive pas à développer une relation de couple, qui n'arrive pas à vivre au sein d'une structure familiale. C'est une masculinité en perdition. Et c'était la masculinité de Uri Zohar et de son entourage. Donc le cinéma de Uri Zohar est une sorte d'exorcisme de ces malaises concernant les relations de genre en Israël. Et je pense qu'il y a une fausse lecture de ces nouveaux courants féministes en Israël, du cinéma de Uri Zohar. Certes, ce n'était pas un cinéaste féministe, mais si on élargit la notion du féminisme au cinéma, en incluant au sein de cette notion aussi la capacité d'un cinéaste de critiquer une masculinité en faillite, je pense qu'on peut faire une lecture progressiste du cinéma de Uri Zohar. Donc les féministes israéliennes se sont trompées. Je voudrais qu'on écoute Danny Rosenberg, parce que voilà, Uri Zohar, on le sait, à un moment donné, il a basculé, il a suivi donc ce fameux rabbin. Vous allez nous expliquer, vous, ce que vous ressentez là-dedans. Nous, on s'est dit que trop de films, trop de sexe, trop d'alcool, trop de vie, trop de tout, ben voilà, soit il se suicidait, soit il faisait autre chose. Et Danny Rosenberg a une explication. Yes, you know, I was thinking about Oui, vous savez, il y a quelques semaines, je me disais, j'ai vu qu'une version restaurée sortait de... Quel est le nom déjà? Oui, voilà, La maman et la putain de Jean Eustache. Et j'ai eu le sentiment que sans religion, il aurait fini tout comme Jean Eustache. Les histoires sont similaires. C'était un réalisateur qui voulait que tout soit réel. Il recherchait la vérité. Il était obsédé par celle-ci. Tout devait être exactement comme cela s'est passé. Il aurait pu en fait finir comme Jean Eustache, sans la religion. J'ai le sentiment que dans un sens, la religion l'a sauvé. Ça a sauvé sa vie. I feel it saved his life in a way. Vous avez une théorie sur la conversion d'Uri? Je suis absolument d'accord avec cette vision de Danny Rosenberg. La religion a sauvé Uri Zohar du suicide, de l'autodestruction. En fait, Uri Zohar, la grande question qui soulève les personnages d'Uri Zohar ainsi que son cinéma, c'est la question des limites. C'était quelqu'un qui n'arrivait pas à se poser des limites à lui-même. Pour faire des films, il avait une telle passion pour le cinéma qu'il était capable de détruire tout son entourage, tous ses amis, sa propre famille et finir par se autodétruire lui-même. Bien sûr. Et comme il n'arrivait pas à se poser des limites à lui-même, il avait besoin en quelque sorte d'une autorité extérieure
pour pouvoir se poser les limites. Et il a trouvé ça au sein de la religion. Je l'ai rencontré après sa conversion. Vous l'avez rencontré? À plusieurs reprises. Et je lui ai rendu visite à Jérusalem au sein de son école. Et il avait 7 enfants. Il avait une vie de famille. Il y a 2 enfants qui sont mariés avec les 2 enfants d'Arik Einstein, d'ailleurs, qui sont devenus religieux. Et j'avais l'impression que c'était un homme accompli, un homme heureux. Maintenant, il y a une thèse en Israël comme quoi il y a des Uri Zohar. Il y a Uri Zohar d'avant la conversion, il y a Uri Zohar d'après la conversion. Il y a Uri Zohar, les cinéastes, l'homme laïque, il y a Uri Zohar, les religieux. Pour moi, il y a un seul Uri Zohar. Parce que les mêmes questions que Uri Zohar s'est posées en tant comme religieux, c'est-à-dire la question du sens de la vie, sont posées déjà dans son œuvre, dans ses films, à partir d'un trou dans la lune, en passant par 3 jours et un enfant, qui est un film à proprement parler existentialiste, et jusqu'à dans sa trilogie de Tel Aviv, qui est une sorte d'autobiographie fictionnalisée d'Uri Zohar, et c'est pas par hasard qu'il joue dans ce film le rôle principal. C'est une sorte de sismographe de sa propre vie. Et dans ces films, Uri Zohar pose clairement la question du désir, de la passion, du rapport entre la passion et la famille, de l'engagement familial. Toutes ces questions qu'il a abordées en tant qu'un homme religieux existent déjà d'une manière différente dans ce film. Parce que c'est un homme beau, et on a lu également qu'il était un peu plus ouvert et qu'il aidait beaucoup à la réconciliation entre les familles et leurs enfants qui avaient quitté C'est-à-dire que pendant des années, donc Uri Zohar, un rabbin ouvert. Oui, c'est-à-dire que pendant des années, disons dans les années 80-90, Uri Zohar se sentait encore fragile dans sa nouvelle vie. Donc, il a tourné complètement le dos à son passé cinématographique. Il refusait d'en parler. Mais dans les années 2000, ça a commencé à changer. Oui, puisque Danny Rosenberg a réalisé ce fameux documentaire sur lui. Et puis, il est venu, il a fait une apparition à l'enterrement de son ami Arik Einstein. Ariel Schweitzer, on a lu sur le site de I24 News une analyse de notre confrère Daniel Laïc, voilà, sur la bascule d'Uri Zohar. Il dit en gros que c'est la guerre de Kippour qui a eu des impacts sur le cinéma israélien, sur la culture en général, parce que critique de l'establishment, parce que terminé pour les socialistes arrivés du Likoud. Est-ce que vous pensez que ça a eu une dimension aussi politique? Je pense que... Le fait qu'Israël, voilà, la guerre de Kippour et l'arrivée du Likoud au pouvoir, de la droite au pouvoir, et la montée des religieux. La guerre de Kippour, c'est un choc profond pour la société israélienne qui révèle tout à coup les failles de cette société. Et en fait, la génération de Uri Zohar est une génération perdue. C'est une génération qui a grandi à travers le système de valeurs sionistes et socialistes, qui croyait à ces systèmes de valeurs pionniers. Et dans les années 70, avec l'effondrement de ces systèmes de valeurs, il y a toute une génération qui se trouve dans une vide idéologique et existentielle. Et c'est pour ça que quand on parle du cinéma d'Uri Zohar comme une autobiographie fictionnalisée de sa propre vie, je dis c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement son propre portrait, c'est aussi le portrait de sa génération.